Bonjour à tous, moi je m'appelle Nicolas Morin-Salvo, je suis chirurgien orthopédiste au sein de l'Institut du sport et de l'arthrose Marseille-Méditerranée. On m'a demandé de parler d'instabilité rotulienne, donc je vais m'exaucer. Voilà, donc cette pathologie d'instabilité rotulienne est une pathologie multifactorielle. Elle touche des patients qui présentent des anomalies morphologiques osseuses, des patients qui présentent également des laxités tissulaires, musculo-tendineuses, et à l'inverse, parfois, s'adresse à des patients présentant de façon totalement différente de grandes rétractions musculo-tendineuses, en particulier du quadriceps, ou des ischio-jambiers. Ah, super, je ne peux pas changer de communication. Si, c'est bon. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'analyse sémiologique est fondamentale. Et on ne doit pas confondre trois entités pathologiques bien différentes. Ces entités ont été décrites, définies par Henri Dejour et Gilles Walch à la suite de leurs travaux en 1987 sur la fémoro-patellaire. Et ils ont décrit ces trois entités avec l'instabilité rotulienne objective, IRO, définie par l'existence d'au moins un épisode luxant, enfin d'une luxation rotulienne, donc avérée, s'associant à des facteurs de risque anatomiques, morphologiques bien présents et diagnostiqués sur des radiographies et sur des bilans d'imagerie. L'instabilité rotulienne potentielle se définit quant à elle par l'existence de facteurs anatomiques radiologiques d'instabilité, dont ces facteurs-ci morphologiques, je vous les décrirai un peu plus après, mais sans aucune luxation encore avérée par le passé. Enfin, le syndrome doulouro-rotulien, dit SDR, syndrome doulouro-rotulien, consiste à l'existence de douleurs antérieures du genou, mais sans aucune anomalie morphologique diagnostiquée. Ces syndromes doulouro-rotuliens, il ne faudra jamais les opérer. Ils se traitent par une prise en charge globale, rééducative, également posturale et parfois également psychologique. Du point de vue épidémiologique, l'instabilité rotulienne est retrouvée dans la littérature avec une incidence de première luxation de 6 pour 100 000. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Bien entendu, ces sujets qui se luxent ont un potentiel, enfin, un risque supplémentaire de se reluxer à nouveau. Et ce taux de récidive luxation est compris entre 15 et 44 pour cent. Ainsi, ce taux de luxation n'est pas colossal. Et c'est la raison pour laquelle nos sociétés savantes ne recommandent pas d'opérer après une première luxation, mais d'attendre plusieurs épisodes, au moins 2, avant de proposer une correction chirurgicale. Encore une fois, Henri Dejour en 1987 et Gilles Walch avaient retrouvé dans cette grande famille d'instabilité rotulienne objective 3 sous-types, 3 types de luxation de gravité croissante. Le premier type est une luxation, et le terme de luxation récidivante. Ces luxations récidivantes, appelées aussi luxations épisodiques, sont donc épisodiques, accidentelles et sont occasionnées, dans la majorité des cas, par un traumatisme en valgus, flexion, rotation externe, tout comme les ruptures du ligament croisé antérieur. Les luxations habituelles sont ainsi définies par une luxation de rotule lors de chaque mouvement de flexion du genou. Enfin, les luxations les plus graves sont les luxations chroniques, les luxations permanentes, invétérées, que l'on retrouve dans de rares cas, en cas de grandes anomalies morphologiques, grandes anomalies osseuses, avec des cales osseux rotatoires, ou alors de grandes rétractions tissulaires. Lorsque un patient vous consulte au cabinet ou alors aux urgences pour une suspicion d'instabilité rotulienne, vous devez bien entendu porter le diagnostic, savoir pourquoi il se présente et donc définir en effet s'il présente une luxation, une instabilité rotulienne ou un élastique différentiel.
Ainsi, à l'accueil des urgences ou au cabinet, vous demandez à l'interrogatoire si le patient a présenté un accident, un traumatisme en valve fait. Vous retrouvez volontiers en aigu une hémarthrose, témoin d'une lésion intra-articulaire. De façon très rare, le patient peut se présenter avec un blocage en extension. Bien entendu, ceci, c'est très rare parce que les patients arrivent généralement au cabinet ou aux urgences du CHU réduit et non luxé. En phase un petit peu à distance ou en cas d'épisode aigu, vous pouvez bien entendu chercher les signes d'appréhension d'instabilité, qui est donc le test d'appréhension de Smalley. Vous le faites bien entendu de façon prudente avec une petite flexion de 30 degrés pour ne pas chercher volontiers à luxer la rotule en externe. Vous recherchez une hypermobilité rotulienne avec un glide test ou encore vous empaumez la facette médiale de la rotule pour essayer de les verser. C'est ce qu'on appelle la bascule rotulienne, le tilt test. En effet, il faut éliminer les diagnostics différentiels de ces luxations de rotule, qui sont, compte tenu du traumatisme en valve fait, donc une rupture du ligament croisé antérieur, ou encore une entorse du ligament collatéral médial. Mais pour ce cas-là, les douleurs sont plutôt des douleurs verticales le long du trajet du LCA et pas des douleurs horizontales en bande sur le trajet du ligament fémoro-patellaire médial. Enfin, bien sûr, si le patient se présente avec un blocage du genou en flexion, il s'agit là pour le coup d'un blocage méniscal et non pas d'un blocage rotulien. Alors, dans le cadre de l'urgence, vous devez bien entendu faire des examens radiologiques de débrouillage, des radiographies de face, de profil, avec un profil à 30 degrés, et bien entendu un défilé fémoro-patellaire. Vous retrouvez bien sûr sur la gauche une luxation externe de rotule commune, sans atteinte intra-articulaire et osseuse, et vous voyez sur la droite une fracture avulsion de la berge médiale de la rotule correspondant à l'insertion de l'aileron rotulien interne du ligament fémoro-patellaire médial. L'IRM est une obligation, que ce soit en phase aiguë ou alors, bien entendu, en phase un peu plus chronique pour rechercher des conséquences de cette instabilité rotulienne qui, on le sait, évolue lentement vers de l'arthrose. L'IRM, on doit donc la demander, on doit l'obtenir et cette IRM va nous montrer l'existence et bien sûr ou l'absence de lésions intra-articulaires cartilagineuses, osseuses, et bien sûr également authentifier la rupture du MPFL. Comme nous venons de le voir, il n'y a aucune indication d'opérer une première luxation de rotule, sauf s'il y existe une lésion ostéochondrale, un corps étranger intraosseux à réparer, comme par exemple une avulsion du MPFL de son insertion osseuse. Ainsi, que faites-vous devant une première luxation de rotule? Vous traitez la phase aiguë et vous rééduquez le patient. Donc évidemment, vous réduisez la luxation si elle est encore présente. Il faut discuter une ponction évacuatrice de l'hémarthrose si l'hémarthrose est douloureuse, pouvant empêcher la rééducation de biais de conduite et risquer à terme une amyotrophie d'immobilisation. Vous prescrivez des antalgiques usuels, vous leur prescrivez de la glace avec des vessies ou alors des attelles réfrigérées. L'immobilisation que vous prescrivez doit être courte pour ne pas enrayir le patient, mais également pour ne pas créer une amyotrophie de décharge. Donc, à but antalgique, simplement avec une paire de béquilles, une attelle de recentrage rotulien en infradouleur, enfin, en attelle de recentrage rotulien, volontiers une attelle réfrigérée. La rééducation, pour moi, est à débuter d'emblée, bien entendu en suivant la règle de l'indolence stricte. L'objectif premier est de maintenir le maximum la masse musculaire et récupérer doucement les amplitudes articulaires. Dans un second temps, en phase froide ou en cas d'instabilité chronique récidivante, une rééducation optimale doit être faite avec un programme de reprogrammation neuromusculaire. Un renforcement particulier, mais bien sûr très difficile à obtenir, du vaste médial oblique et des rotateurs internes, c'est-à-dire de la patte doigt. En cas de rétraction des parties molles, rétraction de l'aileron rotulien externe, de rétraction des ischio-jambiers ou de grandes raideurs du quadriceps augmentant le moment moment luxant, devra être réalisé des étirements rigoureux. Et enfin, si votre patient présente à la marche ou à la course un valgus dynamique, il faudra lutter contre ce valgus dynamique et par des rééducations adaptées, mais éventuellement le confier à un confrère podologue
pour le rechausser. Voici un exemple de protocole de rééducation que je remets pour ma part à mes patients devant une instabilité rotulienne en phase aiguë ou en chronique. À noter que ce protocole de rééducation est quelque peu modifié, mais assez similaire au protocole de rééducation que je remets pour les patients présentant un syndrome douloureux rotulien, pour lequel je travaille de façon en étroite collaboration avec mes amis et collaborateurs médecins du sport. Alors, après avoir porté le diagnostic clinique de luxation de rotule ou d'instabilité rotulienne, vous devez à tout prix diagnostiquer les facteurs morphologiques, les anomalies anatomiques prédisposant à ces luxations. Ainsi, le bilan d'imagerie que vous devez demander, enfin que l'on demandera, est le suivant. Des radiographies conventionnelles déjà demandées, un statigramme pour rechercher des anomalies du squelette osseux, avec en particulier des valgus importants et des troubles torsionnels. Une IRM déjà évoquée, un scanner des TAGT, et j'y reviendrai, de façon plus rare, ou alors en cas d'échec de chirurgie, ou dans des grandes luxations invétérées. On demandera des scanners des versions fémorales et tibiales, la recherche d'antéversion fémorale excessive, de rotation tibiale externe excessive. On y reviendra un peu plus tard également. Henri Lejour, Gilles Vache, à la suite de leurs travaux en 87, avaient identifié deux classes de facteurs anatomiques prédisposants, les facteurs primaires et les facteurs secondaires. Les facteurs primaires sont la hauteur rotulienne, donc les rotules hautes, patella alta, avec un index de Caton des champs supérieur à 1,2, une TAGT supérieure à 20 mm, une dysplasie de trochlée, on y reviendra pour identifier les 4 grades de dysplasie, et la bascule rotulienne supérieure à 20 degrés. Mais pour certains auteurs, cette bascule rotulienne supérieure à 20 degrés, de façon isolée, ne se retrouve peut-être pas. Et on pense surtout que cette bascule rotulienne excessive est rendue présente par une rupture du MPFL et une dysplasie du vaste médial oblique dégénératif à la suite des instabilités récidivantes ou constitutionnelles. Enfin, les facteurs secondaires sont des facteurs importants également à évaluer, tels l'antétorsion fémorale excessive, la torsion tibiale interne excessive, les patients avec génuvalgum, les patients présentant un génuve récurvatum ou alors les hyperlaxités constitutionnelles, que ce soit communes ou alors sur les maladies type Marfan. Une fois avoir diagnostiqué ces facteurs de risque, il faut pouvoir les traiter. Seuls les facteurs primaires disposent d'une correction chirurgicale ciblée. C'est une nécessité absolue de diagnostiquer 1 à 1, car une erreur diagnostique compromet la prise en charge avec des erreurs techniques ou de choix stratégiques qui peuvent être fatales pour le patient. Ces facteurs de risque secondaires, type antétorsion fémorale, torsion tibiale externe, génuval récurvatum, ont dans l'école française des corrections qui sont plus rares, pas exceptionnelles, mais plus rares. Cependant, dans les algorithmes de prise en charge, surtout l'école suisse, préfère opérer dans un premier temps ces facteurs secondaires, c'est-à-dire une intertorsion tibiale, une intertorsion fémorale excessive supérieure à 30 degrés avec un objectif de dérotation avec un objectif d'une vingtaine de degrés, 15-20 degrés. Opérer les patients présentant des génuvalgums supérieurs à 5 degrés. Une fois ces vis architecturaux extra-articulaires corrigés, ils opèrent dans un second temps, généralement après 6 mois. Ils corrigent dans un second temps, après 6 mois, les facteurs de risque intra-articulaires que je vous ai évoqués précédemment et que je vais vous illustrer juste après. Alors, les facteurs de risque, ce sont donc la rotule haute, la patella alta, décrite avec l'index de Caton et Deschamps, qui est un index le plus chirurgical, l'index d'Insol-Salvati est moins chirurgical pour nous. Ça mesure la distance, ça compare la distance AT sur AP, qui, dans ce cas d'une patella alta, sera supérieure à 1,2.
À la suite des travaux de la SFA et de son symposium de 2012, a été donc établi maintenant l'index d'engagement patellaire à l'IRM. Et ça, c'est important de le savoir et de le comprendre. Je vous montre maintenant la différence que l'on peut avoir. Donc, en face, une rotule relativement centrée avec un index d'engagement positif. On voit que le cartilage rotulien est déjà engagé dans la trochlée fémorale. Par contre, ce schéma de droite, IRM de droite, un index rotulien négatif avec le cartilage rotulien et trochléen, ils ne sont pas en face. Et l'on comprend dans ce cas de figure que les instabilités rotuliennes avec rotule haute peuvent conduire à des douleurs, mais également à des chondropathies, puis de l'arthrose, par un contact os-cartilage et non pas cartilage-cartilage. Ainsi, les indications thérapeutiques. Lorsqu'un de vos patients présente donc une patella alta classique avec un index caton supérieur à 1,2, un index d'engagement d'IRM négatif, l'indication thérapeutique de choix est de lui proposer un abaissement de la tuberosité tibiale antérieure avec un objectif d'abaissement d'un quinton égal à 1. À la suite des travaux d'Elvire Sylvien, il a été reconnu qu'un abaissement de la TTA médialise également la TTA en moyenne de 4 mm. Vous devez le savoir lors de votre planification préopératoire. Un cas particulier que vous pouvez être amené à voir dans votre patientèle, est un patient qui présente sur les radiographies une hauteur rotulienne qui semble être normale avec un caton inférieur à 1,2, mais sur l'IRM, un index d'engagement négatif. Dans ce cas de figure, nous proposons une correction avec un abaissement de la TTA progressif, enfin, pas progressif, mais raisonné, bien entendu, avec un petit abaissement maîtrisé. Enfin, il a été décrit par l'équipe de Néré, de May, et puis également, bien entendu, d'autres confrères chirurgiens, qu'un excès de longueur du tendon rotulien était responsable également, participait aussi à cette instabilité rotulienne ou alors des douleurs. Ainsi, lorsque le tendon rotulien a une longueur qui est supérieure à 52 mm, il devra être corrigé, il devra être plicaturé ou ténodésé pour le raccourcir. Voici ce cas de figure. Ce patient qui présente sur les radiographies une rotule haute avec un index avec un caton supérieur à 1,2, mais qui présente sur les RM un engagement rotulien satisfaisant. Dans ce cas de figure, nous recommandons de ne pas abaisser la TTA, mais de lui proposer la reconstruction du même PFL de façon isolée. Passons maintenant sur la TAGT. Donc, le scanner de TAGT, quadriceps décontracté, mesure donc la distance entre la gorge de la trochlée et la pointe de la TTA. Sur le scanner, les valeurs pathologiques d'une TAGT est au-dessus de 20 mm. Il faut savoir que la TAGT peut être également évaluée sur l'IRM, mais que ces valeurs pathologiques sont différentes à 13 mm. Ainsi, si devant une TAGT augmentée supérieure à 20 mm, supérieure à 13 mm sur l'IRM, l'indication thérapeutique est de proposer une ostéotomie de médialisation de la TTA. Il s'agit d'une ostéoclasie qui est faite avec une seule vis, normalement cela suffit. Et l'objectif de correction est d'obtenir une TAGT scanner entre 10 et 15 et une TAGT IRM entre 8 et 13 mm. Bien entendu, ces associations pathologiques nécessitent des associations chirurgicales et techniques. Donc, les patients présentant une rotule haute, une TAGT pathologique, sont candidats à une ostéotomie d'abaissement et de médialisation de la tuberosité tibiale antérieure. Quelles sont les indications de la reconstruction isolée du MPFL? Alors, cette indication n'est pas fréquente, mais pour nous, l'indication de réaliser un MPFL isolé se retrouve chez les patients présentant un index d'engagement patellaire trochléen à l'IRM positif, une TAGT
normale ou alors inférieure à 20, une bascule rotulienne peu importante inférieure à 20 et bien sûr une dysplasie de trochlée de bas grade. Concernant cette bascule rotulienne exagérée, supérieure à 20 mm, bon nombre d'auteurs se demandent vraiment si cette pathologie existe à elle toute seule ou si, mais en fait, elle semble ne pas être, elle semble être surtout être associée à d'autres facteurs anatomiques. Et les procédures par le passé qui étaient réalisées, comme réaliser un MPFL isolé associé à une section de rotulien ou alors une plicature du vaste médial oblique, seul, sans modification de la hauteur rotulienne ou sans modification de la trochlée fémorale, semble être voué à l'échec avec de mauvais résultats retrouvés dans la littérature. Une distension secondaire et progressive du MPFL, des douleurs, une récidive d'instabilité, des ballonnisations des tunnels transosseux lors de la création, pour la création du MPFL. Passons maintenant aux dysplasies trochléennes, donc décrites par 2 jours. Il décrit 4 grades dysplasiques. Les dysplasies de grade A. Sur les radiographies, vous trouverez un signe du croisement, témoin d'une trochlée peu profonde. La dysplasie du grade B, vous retrouverez un signe du croisement, un éperon sus-trochléen, témoin d'une trochlée plate. Les grades C présentent un signe du croisement, un signe du double contour, témoin d'une asymétrie des versants. Et enfin, la dysplasie de grade D, la plus grave, est une association des signes retrouvés pour les grades B et grade C, mais également avec une falaise de raccordement. Les dysplasies luxantes les plus graves sont les grades B et les grades C. Devant les dysplasies luxantes de haut grade B et grade C, l'indication thérapeutique serait de proposer une trochléoplastie. Ces trochléoplasties ont été décrites il y a de ça des décennies. Initialement était décrite la trochléoplastie de relèvement de la berge latérale de la trochlée par Albie. Cette technique chirurgicale a été au fur et à mesure abandonnée compte tenu de l'effet iatrogène et de l'évolution arthrogène tardive. Un peu plus tard, Henri Dejour et son élève et fils David Dejour ont énormément travaillé sur la trochléoplastie et ont élaboré la trochléoplastie de creusement. Cette trochléoplastie de creusement est la technique actuellement qui donne le meilleur résultat. Le but étant donc de recréer la trochlée pour lui redonner sa forme en concave. Mais cette technique chirurgicale trochléoplastie est une technique qui est difficile, invasive, et dont l'apprentissage est long et également difficilement transmissible d'élève en élève. Ainsi, voici l'algorithme de prise en charge des instabilités rotuliennes. C'est classiquement ce qui est appelé le menu à la carte lyonnais. Ainsi, devant une rotulote avec un caton supérieur à 1,2, vous devrez leur proposer une osteotomie d'abaissement de la TTA. Pour une TAGT supérieure à 20 mm, vous devrez leur proposer une médialisation de la TTA. Pour un tilt patellaire supérieur à 20 mm, vous devez bien entendu associer à un MPFL, une section de la rotulienne externe, à une note des procédures. Je vous rappelle que cette pathologie à elle seule n'existe probablement pas. Enfin, devant une dysplasie trochléenne de stade B ou D, on proposera une trochléoplastie volontiers de creusement. L'ensemble de ces techniques chirurgicales, bien entendu, s'associent les unes aux autres. Cependant, la reconstruction du ligament fémoro-patellaire médial doit être quasiment faite de façon constante avec l'ensemble de ces chirurgies. En effet, il est montré que les résultats sont meilleurs sur la stabilité ligamentaire. Par contre, à noter tout de même que la reconstruction du ligament fémoro-patellaire médial présente des petites complications secondaires jusqu'à 26% dans la littérature. Donc, il faut maîtriser son geste techniquement.
D'autres procédures sont pour nous plus anecdotiques. Ce sont les dérotations fémorales, ce sont les plastiques du vaste médial oblique, ce sont les grandes libérations tissulaires de Judée pour les grandes rétractions du quadriceps ou puis ensuite des disques jambiers. Les ostéotomies de flexion en cas de genou récurvatum ou les ostéotomies fémorales de variation pour les génus valgum. Cependant, certaines équipes, en particulier l'équipe des services suisses, proposent de corriger ces anomalies extra-osseuses dans un premier temps, pour ensuite, secondairement, corriger les facteurs primaires intra-articulaires. Pour moi, pour ma pratique, sauf en tétorsion fémorale vraiment majeure et génu valgum important, je réserve ces techniques invasives pour les luxations habituelles ou les luxations permanentes. Ici, vous voyez un patient que j'avais opéré en 2015, quand j'étais encore chef de clinique au CHU. Un patient qui avait donc une instabilité habituelle de rotule dans les suites d'une séquelle d'épiphysiodèse de l'enfance sur un raccourcissement du membre inférieur gauche, un raccourcissement fémoral de plus de 10 cm. Un peu moins rapide. C'est un patient qui avait été opéré au Maghreb. Donc, voici sa bascule du bassin sur son raccourcissement fémoral de plus de 10 cm. Ici, c'est le statigramme. Donc, vous voyez donc cette asymétrie fémorale, c'est colossal. Donc, dans la mesure où ce patient avait présenté une oblitération du canal médulaire, il m'était alors impossible de lui implanter un clou centromédulaire d'allongement, même après les âges. Et donc, la procédure de choix était de lui proposer la mise en place d'un fixateur externe d'allongement progressif. Et vous voyez, au terme des 6 mois d'allongement, enfin le fixateur externe, il a gardé quand même pendant 1 an, on a pu on a pu réaliser une croissance osseuse de 10 cm, ce qui est colossal. Voici le fixateur externe qu'il a gardé donc pendant longtemps. Et voici le résultat final. Donc, pour moi, ces grosses luxations, ces luxations permanentes ou ces luxations habituelles de rotule sont l'apanage de chirurgie plus invasive, comme vous le voyez. Voilà, donc ce que vous devez retenir de tout ça, je pense, c'est cet algorithme final de l'école lyonnaise qui vous aidera à prendre les meilleures décisions que ce soit. Je vous remercie beaucoup et je suis disponible pour l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup. Alors, je regarde si les questions sont nombreuses. Il y avait quelques questions, mais je crois qu'on y a déjà répondu sur le MPFL. Donc, ça, je crois que la réponse est déjà parvenue. La TAGT, je crois que l'information a circulé. Alors, il y a une question qui vient sur y a-t-il un intérêt à une IRM en urgence? Puisqu'il y a eu, vous avez insisté sur cette différence entre les informations obtenues sur le plan radiologique simple et ce que donne l'IRM avec cet apport supplémentaire par rapport à l'index de Caton et Deschamps. Oui, donc je pense qu'on s'accorde tous à dire que l'IRM en urgence est une nécessité. Enfin, en tout cas, pour ma pratique, c'est une nécessité quasi absolue de l'avoir. En urgence, c'est pas dans la semaine, mais il faut l'avoir assez précocement pour pouvoir prendre les meilleures décisions et traiter une lésion intra-articulaire associée, en particulier une lésion cartilagineuse de passage, une fracture osteocartilagineuse, un arrachement de la berge médiale de la trochlée fémorale, de la berge médiale de la rotule ou alors de la trochlée fémorale, berge latérale de la trochlée fémorale. Et bien, éventuellement diagnostiquer d'autres lésions intra-articulaires plus graves, en particulier plus au central ligamentaire ou d'autres choses. Mais je pense qu'on s'accorde tous à dire sur le fait que l'IRM est une obligation en phase précoce d'une luxation. D'accord. Donc, c'est dans le bilan d'une luxation qu'on a traitée en urgence, comme vous l'avez montré,
que l'on va demander, quand elle sera revue, je pense, par le spécialiste, une IRM, je dirais, pour se libérer de toute fracture ostéochondrale ou équivalent qui serait passé, bien sûr, inaperçu sur les clichés simples. Tout à fait. Pour moi, c'est comme ça que je procède. Alors là, il y a une question sur pourquoi abaisser la rotule si on a un indice inférieur à 1,2. Eh ben, c'est pour ça, c'est assez sensible, c'est délicat, il faut prendre les bonnes décisions, mais l'analyse de la littérature et nos pratiques actuelles montrent que l'index d'engagement trochléen de la rotule sur l'IRM est très important dans notre décision thérapeutique. Ainsi, lorsque vous avez une IRM qui est faite et que vous voyez que la rotule n'est pas du tout en face de la trochlée fémorale, se positionne largement au-dessus ou au-dessus avec un index qui est donc négatif, ou proche de zéro, quoi. On voit bien qu'il va falloir faire quelque chose pour faire en sorte que la rotule s'engage dans les premiers degrés de flexion dans la trochlée. Et la technique de choix, c'est de réaliser un abaissement de la TTA, maîtrisé bien entendu. Voilà, donc c'était pour insister, c'est comme vous l'avez bien fait, que l'indice de Caton et Deschamps est pris en défaut et que même avec un index qui ne pousserait pas à l'abaissement de la tubérosité tibiale antérieure, c'est la rectification en quelque sorte diagnostique qui est faite par l'IRM. Absolument, tout à fait ça. Voilà, non, c'est ce que demandait, c'est la précision que demandait celui qui a posé la question. Alors, il y a une question, arrachement osseux par le MPFL, indication de fixation chirurgicale. Oui, alors, pour moi, s'il y a une fracture de la berge médiale de la trochlée, témoin de l'arrachement osseux donc, du MPFL, quoi, équivalent, pour moi, l'indication chirurgicale, je la porte, dans la mesure où il risque d'y avoir donc une marge d'escalier cartilagineuse, un corps étranger en fait intra-articulaire. Dans ce cas-là, je l'opère. Par contre, pour moi, pour ma pratique, une rupture isolée du MPFL sans le corps étranger intra-articulaire, sans lésion osseuse associée, pour en faire un corps étranger, je ne l'opère pas. Parce que je considère que cette pathologie doit... parce que je considère que si le MPFL s'est rompu et que la rotule s'est luxée, c'est qu'il y a probablement d'autres facteurs de risque anatomiques énumérés auparavant à corriger également. Donc, plutôt faire une chirurgie unique au lieu de faire deux chirurgies à distance. Ok, merci. Donc, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pour l'instant pas d'autres questions, me semble-t-il. Non, je n'en vois pas. Alors, dans ces cas-là, je vais vous demander de supprimer le partage d'écran et de bien vouloir me redonner la main pour que je puisse amener les autres topos. Alors, hop. Arrêtez partage, c'est très bien. Allez, merci beaucoup, au revoir. Bonne suite du au revoir. DU.